Bonjour Gérard Fitoussi, merci de m'accorder cet entretien à l'occasion des 11e journées d'hypnose et de Biarritz. Vous avez récemment publié un dictionnaire ontologique d'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but que vous recherchiez? Comment ça s'est fait en fait? Alors, d'abord c'est un dictionnaire encyclopédique d'hypnose. Le but, c'est en fait, ça vient de, comme pour beaucoup souvent d'auteurs, alors je ne suis pas un grand auteur, mais en fait cela vient d'une interrogation personnelle, d'une préoccupation personnelle. Quand j'ai commencé mes formations en hypnose, il y a ça plusieurs décennies, eh bien j'ai rencontré tout au long des formations, puis des lectures, des noms, des acronymes, des personnalités, des notions, des concepts, et à chaque fois je me demandais un petit peu, mais qui étaient ces personnes, d'où venaient ces concepts, quelles étaient quelles étaient les sources de ces idées. Et au fur et à mesure, eh bien je me suis documenté, j'ai creusé un peu les questions, et voilà, puis j'ai constitué un grand nombre de documentations. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser les lecteurs d'aujourd'hui d'avoir quelque chose à leur disposition, un ouvrage à leur disposition qui permettrait d'avoir toutes ces informations comme cela sous la main disponibles. Et je me suis fait un point d'honneur d'abord de donner le maximum de références, ce qui fait que les lecteurs peuvent, s'ils le souhaitent, aller plus loin. Et deuxièmement, d'avoir des informations qu'on ne trouve pas facilement en tapant comme ça sur Wikipédia ou sur Internet. Bon, il faut un peu creuser, alors ça se trouve, mais ce n'est pas toujours aisé, et donc ça permet de donner plus de substance au dictionnaire. Oui, je confirme, et quand j'ai regardé ce dictionnaire-là que j'ai consulté, je suis loin de l'avoir fini. J'ai été effectivement étonné par la précision des références, le nombre de références qui est considérable, même des fois très précise, parce que quand c'est une référence Wikipédia, ce qui est d'ailleurs assez rare, il y a la date à laquelle ça a été pris sur Wikipédia. Ça, c'est quand même de la conscience professionnelle. Et puis j'ai été très étonné, oui, de trouver des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment tout à fait intéressant. Alors, non seulement sur des personnalités de l'hypnose, mais en plus sur l'histoire de l'hypnose dans beaucoup de pays. Alors ça m'a aussi beaucoup intéressé, c'est que souvent les histoires de l'hypnose, quand on s'intéresse, il y a plusieurs ouvrages de référence, celui d'Hélène Berger qui est sur la conscience, d'Alan Gold, et puis d'autres. Souvent ces ouvrages sont concentrés sur l'Europe et les États-Unis. Globalement, et en fait on a moins d'informations sur ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres régions du monde, notamment en Russie ou en Chine, Japon, en Turquie. Ce sont les quelques pays que j'ai un petit peu développés. Et il y a encore beaucoup d'autres régions pour lesquelles je n'avais pas eu suffisamment d'informations, qui feront peut-être l'objet d'une nouvelle édition. Par exemple, tous les pays d'Amérique latine, ou l'Afrique noire en particulier, où voilà, j'ai pas pu trouver des informations précises que je n'avais pas pu donner. Mais sinon, effectivement, j'ai voulu un peu décentrer cette histoire de ces articles, les décentrer d'une vision simplement européenne, et qu'on va retrouver d'ailleurs, parce que même souvent dans ces pays, alors il y a une tradition, non pas d'hypnose, mais de pratiques apparentées qui remontent à des milliers d'années, comme je l'indique, que ce soit pour l'Inde, le Japon, la Chine, mais souvent l'hypnose telle qu'on la connaît a redémarré, a redébuté avec les discussions autour des œuvres, par exemple de Charcot. On voit beaucoup, et de Bernheim, qui sont souvent ceux qui ont fait redémarrer les débats dans ces différents pays. Donc et le rayonnement de la France, par ce biais-là, est important, en tout cas à cette époque. Oui, ça a été le grand renouveau, effectivement, de l'hypnose par la figure de Charcot, qui était le leader incontesté de la neurologie mondiale. Même si ses visions de l'hypnose étaient particulières, mais au moins il l'a reconnue, il l'a remise en scène, et il faut lui reconnaître ça. Une autre particularité de cette encyclopédie, c'est toute la partie littéraire.
il y a vraiment de nombreux chapitres sur l'hypnose dans les lettres, dans le théâtre, dans le cinéma, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez rare. Oui, alors ça aussi, vous avez raison de signaler, c'est qu'au fur et à mesure de mes lectures, et puis de fil en aiguille, bien j'ai découvert ou redécouvert des auteurs dans la littérature française. Je crois que pour la France, il y en a une trentaine, mais aussi dans la littérature anglaise, américaine, allemande et suédoise avec Ibsen. Tous ces auteurs qui ont utilisé, qui se sont servis, qui se sont imprégnés de l'hypnotisme. Alors, je considère qu'il y a quatre époques dans ce qu'on appelle l'hypnose aujourd'hui. La première époque qui va être une époque chamanique un petit peu, magique, puis après la période magnétique à partir de Mesmer, puis après ce que j'ai appelé l'hypnotisme avec Braid, et puis ce que l'on considère aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hypnose aujourd'hui avec Hull. Et donc tous ces auteurs, surtout aux alentours du 19e siècle, sont beaucoup imprégnés, des gens comme Balzac, comme Poe, Edgar Poe, en Amérique, enfin, ont eu dans leurs ouvrages, dans leurs romans, dans leur production littéraire, ont utilisé, ou en arrière-plan, il y a eu l'hypnotisme. Et alors, très curieusement, dans mon enfance, j'aimais beaucoup qui m'avait fasciné, mais je ne savais pas trop pourquoi, une bande dessinée dont je parle, qui s'appelle Mondrac le magicien. Voilà. Et en fait, Mondrac le magicien, en lisant un petit peu, c'était quelqu'un qui utilisait l'hypnose. Alors c'était en plus un hypnotiseur de spectacle, mais c'était un redresseur de tort, etc. Donc bon, c'est toute une histoire assez fascinante. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer combien la culture, au sens large du terme, le cinéma, le théâtre, la littérature, bien sûr, et bande dessinée, mais aussi il y a d'autres parties qui mériteraient aussi d'être développées, notamment dans la danse, la sculpture, enfin bon, il y a beaucoup de choses encore à écrire qui se sont imprégnés de cette histoire de l'hypnose. C'est un peu ce qu'a essayé de faire l'exposition sur l'hypnose à Nantes, qui a eu beaucoup de problèmes à cause du confinement, mais qui finalement a eu lieu. Et qui essayait de remettre en perspective tout ça. Je me souviens des images de Thierry Oursley, par exemple. Alors, vous faites bien de le signaler, parce que c'est un petit peu à ça auquel je faisais référence. C'est-à-dire le livre publié, j'ai découvert le catalogue de cette exposition et j'ai été absolument fasciné par le travail remarquable du responsable commissaire de cette exposition, effectivement, parce qu'il m'a ouvert des champs, comme je le disais, dans la danse, mais dans tout ce qui est art artistique, et c'est d'autant plus intéressant que ce responsable, j'ai oublié le nom, n'est pas spécifiquement du monde de l'hypnose, mais vient du monde artistique. Oui. Et c'est ce qui fait tout l'apport de son travail et du champ qu'il ouvre. Et oui, donc je me fais fort d'en parler, j'espère, dans une prochaine édition. Eh ben merci, et à bientôt sans doute. Merci.